Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Pourquoi cette hostilité ne serait-elle pas héritée elle aussi comme le reste ? Une acquisition humaine quelconque, celle par exemple du caractère et de l'énergie active, suppose que pendant des siècles et des siècles, des fils d'individus, dont on est l'addition suprême, ont voulu et ont agi. L'addition d'une pensée puissante résume au contraire des fils d'individus qui ont moins voulu que réfléchi, moins agi que médité. Durant cette longue succession d'années, une antipathie tantôt lucide et tantôt obscure a rendu les individus du premier groupe odieux aux individus du second. Et quand deux représentants de ce souverain labeur des âges, aussi typiques chacun dans leur genre que nous l'étions, le comte et moi, se rencontrent, comment ne se dresseraient-ils pas aussitôt l'un en face de l'autre, tels que deux bêtes d'espèces différentes ? Le cheval qui n'a jamais approché de lion frémit d'épouvante lorsqu'on lui tasse sa litière avec de la paille sur laquelle a couché un de ses fauves. Donc la peur s'hérite, et la peur n'est-elle pas une des formes de la haine ? Pourquoi toute la haine ne s'hériterait-elle point ? Dans des centaines de cas, l'envie ne serait donc que cela. Ce qu'elle fut pour moi à coup sûr, l'écho en nous des haines d'autrefois, ressenties par ceux dont nous sommes les fils, et qui continuent de poursuivre à travers nous des combats de cœur commencés il y a des centaines d'années. C'est un proverbe courant que les antipathies sont réciproques, et si l'on admet mon hypothèse sur l'origine séculaire de ces antipathies, ce phénomène de réciprocité devient très simple. Il arrive pourtant que cette antipathie ne se manifeste pas dans les deux êtres à la fois. C'est le cas lorsqu'un de ces deux êtres ne daigne pas regarder l'autre, et aussi que l'autre se cache. Je ne crois pas que le comte André ait éprouvé, dès cette première rencontre, l'aversion qu'il aurait eue pour moi, s'il l'avait lu jusqu'au fond de mon âme. D'abord, il fit très peu d'attention à ce petit roturier venu de Clermont au château pour y être précepteur. Puis j'étais décidé à une dissimulation constante de mon vrai moi, emprisonné chez des étrangers. Je ne professais pas plus de répugnance pour cette hypocrisie défensive que le jardinier des Jussas n'en avait eu à empailler les groseilliers du jardinier afin de conserver à travers les neiges et la gelée la fraîcheur de leurs fruits. Le mensonge d'attitude, qui m'a toujours attiré par mon goût natif de dédoublement, correspondait trop bien à mon orgueil intellectuel pour que je ne m'y adonnasse pas avec délice. Mais lui, le comte André, n'avait aucun motif pour rien me cacher de son caractère. Et dès ce même soir qui suivit mon entrée dans la maison, à l'heure de nous retirer, il me pria de venir dans son cabinet afin de causer un peu. Il m'avait regardé à peine, et je compris tout de suite que son intention était, non pas de se mettre davantage en familiarité avec moi, mais de me donner ses idées, à lui, sur mon rôle de précepteur. Il occupait dans une aile un petit appartement composé de 3 pièces, une chambre à coucher, une chambre à toilette et le fumoir, où nous nous trouvions. Un grand divan drapé de quelques fauteuils, un large bureau meublait ce fumoir. Au mur miroitaient des armes de toute provenance, fusils marocains rapportés de Tanger, sabres et mousquets du Premier Empire, et un casque de soldat prussien que le comte me montra presque aussitôt entré. Il avait allumé une courte pipe en bois de bruyère, préparé 2 verres d'eau-de-vie coupés d'eau de seltz, et la lampe à la main, il m'éclairait de près la pointe de cuivre de ce casque en me disant « Celui-là, je suis bien sûr de l'avoir descendu moi-même. Vous ne connaissez pas cette sensation de tenir un ennemi au bout de son fusil, de l'ajuster, de le voir qui tombe et de se dire « un de moins ».
C'était dans un petit village pas loin d'Orléans. J'étais de garde à la petite pointe du jour, dans l'angle du cimetière, par-dessus le mur. Je vois une tête qui passe, qui regarde, des épaules qui suivent. C'était ce curieux qui venait voir un peu ce que nous faisions. Il n'est pas retourné le dire. Il reposa la lampe, et après avoir ri à ce souvenir, son visage devint sérieux. J'avais cru devoir tremper mes lèvres par politesse dans ce mélange d'alcool et d'eau gazeuse qui m'écœurait, et le comte reprit. « J'ai tenu à vous parler dès ce soir, monsieur, pour bien vous expliquer le caractère de Lucien, et dans quel sens vous aurez à le diriger. Le précepteur que vous allez remplacer était un excellent homme, mais très faible, très indolent. J'ai appuyé votre candidature parce que vous êtes jeune. Et pour la tâche à remplir auprès de Lucien, un homme jeune convient mieux qu'un autre. L'instruction, monsieur, pour moi, ce n'est rien. Pire que rien, quelquefois, quand ça vous fausse les idées. La grande chose dans cette vie, je devrais presque dire, l'unique chose, c'est le caractère. » Il fit une pause, comme pour me demander mon opinion. Je répondis par une phrase banale et qui appuyait dans son sens. « Très bien, continua-t-il, nous nous entendrons. À l'heure présente, voyez-vous, il n'y a en France pour un homme de notre nom qu'un métier, soldat. Tant qu'à l'intérieur, ce pays-ci sera aux mains de la canaille et qu'au dehors nous aurons l'Allemagne à battre, notre place est dans le seul endroit propre qui nous reste, l'armée. Grâce à Dieu, mon père et ma mère partagent ces idées. Lucien sera soldat, et un soldat n'a pas besoin d'en savoir si long, quoi qu'en jabotent les gens d'aujourd'hui. De l'honneur, du sang-froid et des muscles. Quand, avec cela, on aime bien la France, tout va. J'ai eu toutes les peines du monde à être bachelier, moi qui vous parle. C'est vous dire que cette année à la campagne doit être pour Lucien avant tout une année de grand air, de vie un peu rude, et pour les études seulement d'entretien. C'est sur vos causeries avec lui que j'appelle votre attention. Vous devez insister sur le côté pratique, positif des choses, et sur les principes. Il y a quelques défauts qu'il importe de redresser dès maintenant. Vous le trouverez très bon, mais très mou. Il faut qu'il s'apprenne à tout supporter. Exigez, par exemple, qu'il sorte par tout temps, qu'il marche des 2 à 3 heures par jour. Il est très inexact, et je tiens à ce qu'il devienne ponctuel, comme un chronomètre. Il est aussi un peu menteur. C'est pour moi le plus horrible des vices. Je pardonne tout à un homme, oui, bien des folies. Moi, le premier, j'ai fait des miennes. Je ne pardonne jamais, jamais un mensonge. Nous avons eu, monsieur, par le vieux maître de mon père, de si bons renseignements sur vous, sur votre vie auprès de madame votre mère, sur votre dignité, sur votre droiture, que nous comptons beaucoup sur votre influence. Votre âge vous permet d'être justement pour Lucien un camarade autant qu'un précepteur. L'exemple, voyez-vous, c'est le meilleur des enseignements. Dites à un conscrit qu'il est noble et beau de marcher au feu, il vous écoutera sans vous comprendre. Marchez-y devant lui, là, crânement, et il devient plus crâne que vous. Quant à moi, je rejoins mon régiment dans quelques jours, mais absent ou présent, vous pouvez compter sur mon appui. S'il s'agit jamais d'une mesure à prendre pour que cet enfant devienne ce qu'il doit devenir, un homme qui puisse servir bravement son pays et, si Dieu permet, son roi. Ce petit discours, que je crois bien vous reproduire presque fidèlement, n'avait rien qui dût m'étonner. Il était trop naturel que dans une maison où le père était un vieux maniaque, la mère une simple ménagère, la sœur timide et très jeune, le frère aîné tint une place dirigeante, et qu'il prit langue avec un précepteur arrivé du jour.
Il était trop naturel aussi qu'un soldat et un gentilhomme élevé dans les idées de sa classe et de son métier me parlât en soldat et en gentilhomme. Vous, mon cher maître, avec votre universelle compréhension des natures, avec votre facilité à dégager le lien nécessaire qui unit le tempérament et le milieu aux idées, vous eussiez vu dans le comte André un cas très défini et très significatif. Et moi-même, pourquoi avais-je préparé mon cahier à fermoir, sinon pour recueillir des documents et de cette espèce sur la nature humaine ? N'en avais-je pas là de tout nouveau dans la personne de cet officier, si et si simple, qui manifestait une manière de penser évidemment identique à sa manière d'être, de respirer, de bouger, de fumer, de manger ? Je me rends trop compte que ma philosophie n'était pas comme du sang dans mes veines, comme de la moelle dans mes os, car ce discours et les convictions qu'il exprimait, au lieu de me plaire par cette rare rencontre de logique, avivèrent encore la plaie d'antipathie subitement ouverte, je ne sais où, dans mon amour-propre, peut-être, car enfin j'étais le chétif et le frêle en face du fort, à coup sûr, dans ma sensibilité la plus intime. Aucune des idées émises par le comte n'avait à mes yeux la moindre valeur. C'était pour moi de pure sottise. Et voici qu'au lieu de simplement mépriser ces sottises, comme j'aurais fait dans n'importe quelle autre occasion, je me mis à les haïr sur sa bouche. Le métier de soldat, je le considérais comme si misérable à cause des fréquentations brutales et aussi du temps perdu, que je m'étais réjoui d'être fils de veuve afin d'échapper à la barbarie de la caserne et aux misères de la discipline. La haine de l'Allemagne, je m'étais appliqué à la détruire en moi comme le pire des préjugés par dégoût des camarades imbéciles que je voyais s'exalter dans un patriotisme ignorant et aussi par admiration, par religion pour le peuple à qui la psychologie doit Kant et Schopenhauer, Lotz et Fechner, Helmholtz et Wundt. La foi politique. Je professais un égal dédain pour les hypothèses grossières qui, sous le nom de légitimisme, de républicanisme, de césarisme, prétendent gouverner un pays a priori. Je rêvais avec l'auteur des dialogues philosophiques une oligarchie de savants, un despotisme de psychologues et d'économistes, de physiologistes et d'historiens. La vie pratique, c'était la vie diminuée pour moi, qui ne voyait dans le monde extérieur qu'un champ d'expérience où une âme affranchie s'aventure avec prudence, juste assez pour y recueillir des émotions. Enfin, ce mépris pour le mensonge que professait mon interlocuteur me frappait comme un affront, en même temps que cette confiance absolue dans ma moralité, fondée sur une fausse image de moi, me gênait, me froissait, me blessait. Certes, la contradiction était piquante. Je me donnais comme pareil au portrait que le vieil ami de mon père avait tracé de ma personne. Il me plaisait par certains côtés que l'on me crût tel, et je me sentais irrité que lui, le comte André, ne se défiât pas de moi. Il y a là un détour du cœur qui déconcerte mon analyse. Qu'est-ce que cela prouve, sinon que nous ne nous connaissons jamais entièrement nous-mêmes ? Vous l'avez dit, mon maître, avec magnificence, nos états de conscience sont comme des îles sur un océan de ténèbres qui en dérobe à jamais les soubassements. C'est l'œuvre du psychologue de deviner par des sondages le terrain qui fait de ces îles les sommets visibles d'une même chaîne de montagnes invisibles et immobiles sous la masse mobile des eaux. Si j'ai insisté sur cette soirée qui suivit mon arrivée au château, ce n'est pas qu'elle eut des conséquences immédiates, puisque je me retirais après avoir assuré au comte André que j'étais absolument de son avis sur la direction à donner à son jeune frère, et que, remonté dans ma chambre, je me bornais à consigner ses paroles sur mon livre de notes avec un commentaire plus ou moins dédaigneux. Mais cette première impression vous fera bien comprendre quelles impressions analogues lui succédèrent, et la crise inattendue, quoique très naturelle, qui en résulta. C'est là une de ces chaînes sous-marines dont vous parlez,
et je retrouve aujourd'hui tout le détail en jetant la sonde au fond, bien au fond de mon cœur. Sous l'influence de vos livres, mon cher maître, et sous celle de votre exemple, je m'étais intellectualisé de plus en plus. Je croyais, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, avoir renoncé définitivement à cette morbide curiosité des passions qui m'avait fait trouver autrefois de cuisants plaisirs dans mes lectures coupables et jusque dans les dégoûts de ma liaison sensuelle avec Marianne. Nous gardons ainsi en nous-mêmes des portions d'âme que nous avons connues très vivantes, que nous croyons mortelles et qui ne sont qu'assoupies. Et voilà que peu à peu, à fréquenter pendant seulement 15 jours cet homme, mon aîné de 9 ou 10 ans à peine, et qui était lui tout réalité, tout énergie, cette existence de pur spéculatif, jadis si sincèrement rêvée, commença de me sembler, comment dirais-je, inférieure ? Oh non, puisque je n'aurais pas consenti au prix d'un empire à devenir le comte André, avec son titre, sa fortune, ses supériorités physiques et ses idées. Décoloré ? Non, encore. Je n'avais qu'à me souvenir de cette apparition unique, votre profil détaché sur la fenêtre de votre cabinet de travail avec ce fond de paysage parisien si vaste et si triste, pour en goûter à nouveau la méditative poésie. Le mot d'incomplet me paraît seul résumer la singulière défaveur que la soudaine comparaison entre le comte et moi répandit sur mes propres convictions. C'est dans le sentiment de cet incomplet que résida le principe tentateur dont je fus la victime. Il n'y a rien de bien original, je crois, dans cet état d'âme d'un homme qui, ayant cultivé à l'excès en lui-même la faculté de penser, rencontre un autre homme ayant cultivé au même degré la faculté d'agir et qui se sent tourmenté de nostalgie devant cette action pourtant méprisée. Goethe a tiré tout son Faust de cette nostalgie-là. Je n'étais pas un Faust. Je n'avais pas, comme le vieux docteur, épuisé la coupe des sciences. Et cependant, il faut croire que mes études de ces dernières années, en m'exaltant dans un sens trop spécial, avaient laissé en moi des puissances inemployées qui tressaillirent d'émulation à l'approche de ce représentant d'une autre race. Tout en l'admirant, l'enviant et le dédaignant à la fois, durant les jours qui suivirent, je ne pouvais empêcher ma tête de travailler à mes raisonnements d'aller. Et je songeais, un homme qui vaudrait celui-ci par l'action et qui me vaudrait par la pensée, celui-là serait vraiment l'homme supérieur que j'ai souhaité d'être. Mais l'action et la pensée ne s'excluent-elles pas l'une l'autre ? Elles ne s'excluaient pas à la Renaissance, et plus près de nous, elles ne se sont pas exclues chez ce Goethe qui a incarné en lui-même la double destinée de son Faust, tour à tour philosophe et courtisan, poète et ministre, ni chez Stendhal, romancier et lieutenant de dragon, ni chez Constant, qui fut l'auteur d'Adolphe et un orateur de feu, en même temps qu'un duelliste, un joueur et un séducteur. Cette culture accomplie du moi, dont j'avais fait le résultat dernier, la fin suprême de mes doctrines, allait-elle sans ce double jeu des facultés, sans ce parallélisme de la vie vécue et de la vie pensée ? Probablement, le premier regret que j'eus à me sentir dépossédé ainsi de tout un monde, celui du fait, ne fut que d'orgueil. Mais chez moi, et par la nature essentiellement philosophique de mon être, les sensations se transforment aussitôt en idées. Les moindres accidents me servent à poser des problèmes généraux. Chaque événement de ma destinée me mène à des théories sur toute destinée. Là où un autre jeune homme se fût dit « c'est dommage que le sort ne m'ait permis qu'une seule espèce de développement », je me pris à me demander si je ne m'étais pas trompé sur la loi de tout développement. Depuis que j'avais, grâce à vos admirables livres, affranchi mon âme et terrassé les vaines terreurs religieuses, je ne gardais de mes anciennes pratiques de piété qu'une seule, l'habitude d'un examen de conscience quotidien sous forme de journal, et de temps à autre, je faisais ce que j'appelais une oraison. Je transportais, comme je vous l'ai dit déjà,
avec une jouissance étrange les termes de la religion dans le domaine de ma sensibilité personnelle. J'appelais cela encore la liturgie du moi. Je me souviens qu'un des soirs de la seconde semaine que je passais au château de Jussat, j'employais ainsi plusieurs heures à rédiger une confession générale, c'est-à-dire à dresser un tableau complet de mes instincts divers depuis le plus lointain éveil de ma conscience. J'arrivais à cette conclusion que le trait essentiel de ma nature, la caractéristique de mon être intime, avait toujours été, comme je l'ai marqué en commençant le présent travail, la faculté du dédoublement. Cela signifiait une tendance constante à être tout ensemble passionné et réfléchi, à vivre et à me regarder vivre. Mais en m'emprisonnant, comme je le voulais, dans la réflexion pure, en négligeant justement de vivre pour n'être plus qu'un regard ouvert sur la vie, ne risquais-je pas de ressembler à cet Amiel dont le douloureux journal paraissait alors de me stériliser par l'abus de l'analyse à vide? Pour me renforcer dans ma résolution d'une existence abstraite, en vain votre image me revenait, mon cher maître. Je me rappelais les phrases sur l'amour dans la théorie des passions. Il n'a pas toujours été ce qu'il est, me disais-je. Un mystère criminel a dû traverser sa jeunesse. Et je vous voyais, à mon âge, vous abandonnant aux expériences coupables qui déjà me tentaient obscurément à travers ces allées et venues de mes pensées. Je ne sais si cette chimie d'âme, très compliquée et très sincère pourtant, vous semblera suffisamment lucide. Le travail par lequel une émotion s'élabore en nous et finit par se résoudre dans une idée reste si obscur que cette idée est parfois précisément le contraire de ce que le raisonnement simple aurait prévu. N'eût-il pas été naturel, par exemple, que l'antipathie admirative soulevée en moi par la rencontre du comte André aboutit soit à une répulsion déclarée, soit à une admiration définitive? Dans le premier cas, j'eusse dû me rejeter davantage vers la science, et dans l'autre, souhaiter une moralité plus active, une virilité plus pratique dans mes actes. Oui, j'eusse dû. Mais le naturel de chacun, c'est sa nature. La mienne voulait que par une métamorphose dont je vous ai marqué de mon mieux les degrés, l'antipathie admirative pour le comte devint chez moi un principe de critique à mon propre égard, que cette critique enfanta une théorie un peu nouvelle de la vie, que cette théorie réveilla ma disposition native aux curiosités passionnelles, que le tout se fondit en une nostalgie des expériences sentimentales et que juste à ce moment, une jeune fille se rencontra dans mon intimité dont la seule présence aurait suffi pour provoquer le désir de lui plaire chez tout jeune homme de mon âge. Mais j'étais trop intellectuel pour que ce désir naquît dans mon cœur sans avoir traversé ma tête. Du moins, si j'ai subi le charme de grâce et de délicatesse qui émanait de cet enfant de 20 ans, je l'ai subi en croyant que je raisonnais. Il y a des heures où je me demande s'il en a été ainsi, où toute mon histoire m'apparaît comme plus simple, où je me dis « j'ai tout bonnement été amoureux de Charlotte parce qu'elle était jolie, fine, tendre, et que j'étais jeune. Et puis je me suis donné des prétextes de cerveau parce que j'étais un orgueilleux, d'idées qui ne voulaient pas avoir aimé comme un autre. Quel soulagement quand je parviens à me parler de la sorte. Je peux me plaindre moi-même au lieu de me faire horreur, comme cela m'arrive lorsque je me rappelle ce que j'ai pensé alors. Cette froide résolution caressée dans mon esprit, consignée dans mes cahiers, vérifiée, hélas. Dans les événements, la résolution de séduire cet enfant sans l'aimer, par pure curiosité de psychologue, pour le plaisir d'agir, de manier une âme vivante. Moi aussi, d'y contempler à même et directement ce mécanisme des passions jusque-là étudié dans les livres, pour la vanité d'enrichir mon intelligence d'une expérience nouvelle. Mais oui, c'est bien ce que j'ai voulu.
et je ne pouvais pas ne pas le vouloir, dressé comme j'étais sur ces hérédités, par cette éducation que je vous ai dite, transplantée dans le milieu nouveau où me jetait le hasard, et mordu comme je le fus par ce féroce esprit de rivalité envers cet insolent jeune homme, mon contraire. Et pourtant, quel était digne de rencontrer un autre que moi, qu'une froide et meurtrière machine à calcul mental, cette fille si pure et si vraie. Rien que d'y songer me fend soudain le cœur et me déchire, moi qui me voudrais sec et précis comme un diagnostic de médecin. Elle, ce n'est pas dès le premier soir que je l'ai remarquée. Elle n'offrait pas au premier regard cette perfection des lignes du visage, cet éclat du teint, cette royauté du port qui font dire d'une femme qu'elle est très belle. Tout dans sa physionomie était délicatesse, effacement, demi-teinte, depuis la nuance de ses cheveux châtains jusqu'à celle de ses prunelles d'un gris un peu brouillé, dans un visage ni trop pâle ni trop rose. Elle appelait nécessairement à l'esprit le terme de modeste, quand on étudiait son expression et celui de fragile, quand on prenait garde aux finesses de ses pieds et de ses mains, à la grâce presque menue de ses mouvements. Quoiqu'elle fût plutôt petite, elle paraissait grande à cause de la proportion de sa tête et de l'attache du col qu'elle avait dégagé et si naturellement noble. Si le comte André reproduisait un de leurs communs ancêtres par un atavisme évident, elle trouvait, elle, le moyen de ressembler à leur père avec une telle idéalité de ligne que c'était à ne pas admettre cette ressemblance, lorsqu'on ne les voyait pas l'un à côté de l'autre. Il était néanmoins aisé de reconnaître en elle l'influence des dispositions nerveuses qui, chez le père, créaient l'hypocondrie. Charlotte était d'une sensibilité presque morbide, que révélait à de certaines minutes un léger tremblement des mains et des lèvres, ces belles lèvres sinueuses où résidait une bonté presque divine. Son menton, très ferme, dénonçait une rare force de volonté dans cette enveloppe frêle. Et je comprenais aujourd'hui que la profondeur de ses yeux, parfois immobiles et comme attirés vers un point visible pour eux seuls, trahissait une tendance fatale à l'idée fixe. Comment l'aurais-je remarqué dès lors ? Le premier trait que j'ai observé en elle, dès la seconde semaine qui suivit mon arrivée, fut cette extrême bonté, et cela grâce au petit Lucien. Cet enfant me raconta qu'elle l'avait prié de savoir de moi, à plusieurs reprises, s'il ne me manquait rien dans ma chambre. Humble détail, très puéril, mais qui me toucha, parce que je me sentais bien seul dans cette grande maison où personne, depuis mon arrivée, ne semblait faire la moindre attention à moi. Le marquis n'apparaissait qu'au déjeuner, enveloppé d'une robe de chambre, et pour gémir sur sa santé ou sur la politique. La marquise s'occupait à parfaire le confortable du château et elle soutenait de longues conférences avec un tapissier venu de Clermont. Le comte André montait à cheval le matin, il chassait l'après-midi et le soir il fumait ses cigares sans plus m'adresser la parole. La gouvernante et la religieuse s'observaient et m'observaient avec une discrétion qui me glaçait. Mon élève était un garçon paresseux et lourd, qui n'avait qu'une qualité, celle d'être très simple, très confiant, et de me raconter tout ce que je voulais bien entendre sur lui-même et les siens. J'avais appris ainsi tout de suite que le séjour à la campagne, cette année, était l'œuvre du comte André, ce qui ne m'étonna point, car je le sentais de plus en plus le vrai chef de la famille. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.